abonnez-vous à la chaîne Post Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. La mémoire, c'est cette capacité à garder une information, et on le verra tout à l'heure, à stocker plutôt en matière de définition neurologique. Parallèlement, cette notion de mémoire incrimine beaucoup d'éléments, ou de troubles de la mémoire incrimine beaucoup d'éléments. C'est le problème des troubles de la mémoire qui peuvent concerner des faits, des gestes, des choses, des sens, des lieux, de la narration, etc. Et grosso modo, sur le plan de la classification des troubles de la mémoire, Tübingen a repris sur le plan des sciences fondamentales une définition qui date de moins d'un siècle, mais qui est toujours d'actualité, puisqu'en 98, ce papier publié reste toujours de rigueur. Donc vous voyez bien qu'il y a deux types de mémoire, une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Cette mémoire à court terme, c'est elle qui vous permet justement d'avoir une fonctionnalité, une vie sociale tout à fait normale. Et grosso modo, c'est la mémoire de travail. Et vous avez une mémoire à long terme, c'est ce qui permet de garder ces informations acquises pendant des années, voire pendant toute une vie. Généralement, cette mémoire à long terme fait impliquer deux mécanismes, soit un mécanisme conscient, soit un mécanisme inconscient, et on la classifie en mémoire explicite. C'est tout ce que vous avez dans votre vie, la mémoire autobiographique avec cette histoire de narration de faits et des événements vécus. La mémoire sémantique, donc c'est ce que vous avez comme savoir et connaissance, Bougie, la ville des Hamadites, la capitale de la France c'est Paris, etc. La mémoire épisodique, ou qui inclut également la mémoire autobiographique, c'est tout ce que vous faites, ce que vous avez fait hier, avant-hier, ce que vous avez mangé, etc. Par contre, sur le plan de la mémoire implicite, vous avez cette mémoire procédurale, c'est tout ce que vous avez appris durant toute votre enfance et acquis de façon consciente, et qui vous permet d'avoir une vie sociale tout à fait normale, savoir utiliser un téléphone, savoir utiliser sa voiture, etc. Par contre, la mémoire implicite, elle fait appel surtout à des phénomènes mnésiques acquis et qui reviennent de façon inconsciente. Vous êtes devant un feu qui est allumé, vous n'allez pas aller mettre votre main dedans. Vous savez jouer à la belote, vous avez appris une fois, à chaque fois que vous jouez à la belote, cette mémoire est toujours là de façon stéréotypée. Prochaine. Donc quelques définitions. Donc mémoire à court terme, c'est une mémoire qui a une durée de vie courte. C'est ce que vous arrivez à mémoriser pendant quelques heures, voire quelques jours, mais généralement c'est la mémoire des chiffres. L'exemple le plus simple pour la mémoire à court terme, c'est pouvoir mémoriser un numéro de téléphone. Donc vous avez ce qu'on appelle, on verra tout à l'heure, les enfants, vous avez la capacité de mémoriser jusqu'à 7 chiffres. Et entre autres, dans la mémoire à court terme, on parle de mémoire de travail, de mémoire sémantique. Les définitions, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Prochaine. Comment se passe le processus de mémorisation? Grosso modo, pour simplifier et pour avoir un langage médical dans le contexte des consultations de mémoire, il faut savoir que dans le profil de mémorisation, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'encodage. C'est là où on place justement une information dès que vous la recevez. Et ce phénomène d'encodage ou de réception de l'information se voit surtout altéré quand il y a des phénomènes intercurrents qui empêchent justement cet encodage, et surtout quand il y a des troubles de l'attention. Et ça, je donne souvent l'exemple des enfants qui n'arrivent pas, qui ont des problèmes d'apprentissage. Et c'est là où on recherche justement cette notion chez l'adulte de dépression, ou plutôt chez l'enfant de troubles d'attention avec hyperactivité.
Par contre, ce qui est intéressant en population générale, quand les patients viennent vous voir en consultation avec ces troubles d'encodage, il faut rechercher la notion de stress ou d'anxiété, mais également la prise de certains médicaments, notamment certains médicaments considérés comme pratiquement légers, à effet neuroleptique. Deuxième étape, et c'est l'étape la plus intéressante pour le neurologue, c'est le stockage ou comment garder cette information mnésique. Et c'est là où vous voyez justement l'intervention des phénomènes de l'hippocampe ou du lobe temporal pour permettre de garder cette information. Et généralement, ce symptôme, ou plutôt cette phase, est altérée dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Enfin, la récupération, donc vous avez une information que vous placez, vous avez une information que vous stockez, mais vous avez une information que vous allez réutiliser ultérieurement, et c'est ce qu'on appelle la restitution ou la récupération, qui est le plus souvent altérée dans certaines pathologies, à savoir la dépression, mais également la démence frontotemporale. Et on verra justement cette étape très importante sur le plan des tests qu'on fait. On fait ce qu'on appelle les tests de rappel indicés ou pas, pour faire la différence entre une maladie d'Alzheimer et une démence frontotemporale. Prochain. Alors, un point très important en consultation de médecine générale, c'est quand on a une plainte mnésique, qui n'en a pas eu et qui n'en aura pas. Il faut juste savoir que toute plainte mnésique n'est pas obligatoirement synonyme de déficit mnésique. Le déficit mnésique est un regroupement syndromique, c'est-à-dire qu'il faut authentifier un déficit mnésique par des tests de la mémoire. Mais la plainte mnésique est un symptôme d'appel ou un signe subjectif qui peut réellement ne pas être pathologique. Donc vous voyez ici que 50% des patients peuvent présenter des plaintes mnésiques, et plus vous avancez dans l'âge, plus vous pouvez avoir des plaintes mnésiques. Donc rassurez-vous, les gens qui perdent leur clé, qui perdent de temps en temps leur papier, qui perdent de temps en temps quelques tâches dans la journée, ne veut pas obligatoirement dire amnésie ou déficit mnésique, qu'il soit MCI ou de type Alzheimer. Par contre, pour authentifier justement cette plainte mnésique et la confirmer, il faut faire des tests qu'on verra tout à l'heure. Prochaine. Allez-y. Donc, pour évaluer la mémoire, ce qu'on fait systématiquement dans nos consultations, juste pour rappel, c'est que nous, dans notre consultation de mémoire, on reçoit des lettres de la part de nos confrères généralistes ou parfois d'autres spécialistes. On travaille avec une ou deux neuropsychologues et un orthophoniste, et c'est justement avec eux qu'on fait ces tests de neuropsycho, et que grosso modo, je vais essayer de vous parler ce qui se fait pour retenir le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. Donc pour l'encodage, la première étape, on fait un rappel libre immédiat. Je vous expliquerai, c'est très simple en fait, vous lui donnez quelques chiffres et vous demandez de répéter après vous. Généralement, le patient vous répond très facilement. Pour le stockage, c'est que vous donnez une information, vous donnez des chiffres ou une information que le patient doit stocker, et vous faites une interférence, vous demandez au patient de faire autre chose. Donc de vous parler de sa vie, de vous parler de son fils ou de sa fille, ou de lui demander de faire une tâche, de calculer jusqu'à 30 ou à 20. Et cette interférence, une fois finie, vous lui demandez de revenir sur la première information que vous avez donnée. C'est ce qu'on appelle le rappel différé. Pour la récupération, donc dans la récupération, on verra tout à l'heure, ce rappel peut être différé, c'est-à-dire après quelques tâches, après 30 questions comme dans le cadre du mini-mental test, mais vous pouvez utiliser des indices. On le verra tout à l'heure. Prochain. Alors, un terme qui fait peur, mais qui semble de plus en plus maîtrisé par nos confrères en pratique quotidienne. Qu'est-ce qu'une démence? Donc il faut juste savoir que la démence n'est pas une affection qu'on définit dans le contexte aigu. Donc la démence est une maladie ou un syndrome qui a des caractéristiques cliniques et évolutives dans le temps, mais qui associe grosso modo des troubles cognitifs
Mais surtout, et c'est ça justement l'élément clé pour retenir le terme de démence, c'est le retentissement sur l'activité socio-professionnelle, c'est-à-dire la perte de l'autonomie. Donc c'est surtout ça qui est important dans le contexte du DSM-5 actuel pour retenir la définition de démence. Qu'est-ce qu'une démence de type Alzheimer? Donc vous avez un déficit mnésique hippocampique. Quand on parle de déficit mnésique hippocampique, on a plutôt tendance à revenir sur la notion de trouble du stockage, associé à des déficits des capacités exécutives, c'est-à-dire c'est tout ce qui est en lien avec le jugement, la pensée abstraite, le calcul, etc. Mais vous voyez également sur le plan de la définition de la démence type Alzheimer, il y a encore cette perte d'autonomie où on a des échelles typiques que la classe vous demande souvent, c'est la DLIA et l'IADL, qu'on verra tout de suite. Prochain. Alors, bien évidemment, la question que vous posent souvent les parents ou les patients, les parents de patients atteints de maladie d'Alzheimer, quels sont les facteurs de risque d'une démence de type Alzheimer? Donc, ce qui est retenu, c'est que vous savez que dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, il y a des facteurs non modifiables, il y a des facteurs modifiables. Les facteurs non modifiables, c'est l'âge. Vous savez que plus on vit, plus on améliore l'espérance de vie, plus on a un risque accru de faire une démence de type Alzheimer. Le sexe féminin, il est clair que le rôle des hormones intervient de façon prépondérante dans l'éthiopathogénie de la bêta-amyloïdogénèse et également un phénotype génétique qui est la protéine E4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces facteurs ne sont pas responsables en grande partie dans l'éthiopathogénie de la maladie d'Alzheimer, mais qu'il existe également d'autres facteurs beaucoup plus importants qui sont probablement modifiables, notamment le bas niveau socio-culturel, la pauvreté des relations sociales, le stress émotionnel chronique. J'insiste sur ce stress émotionnel chronique puisqu'il est clair que maintenant le stress, les stresseurs chroniques et les dépressifs et la dépression, soit sévère ou les accès de dépression répétés dans le jeune âge, sont un facteur de risque de maladies dégénératives, pas uniquement de maladie d'Alzheimer, mais de Parkinson. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un bas niveau socio-culturel avec des syndromes de stress chronique ou des dépressions chroniques répétées, surtout lorsqu'elles ne sont pas traitées, sont des facteurs de risque importants pour une maladie d'Alzheimer. Enfin, les facteurs de risque vasculaires, donc l'hypertension artérielle, le diabète, tout ça est connu du grand public. Et clair que la prise en charge de ces facteurs cardiovasculaires réduirait de façon très importante le risque de survenue d'une maladie d'Alzheimer, sans oublier la sédentarité. Prochain. Alors, c'est pour ça que chez vos patients qui ont des troubles mnésiques banals, j'ai envie de dire, ou des plaintes mnésiques, il faut surtout identifier à votre niveau cette notion de cause potentielle, donc le stress, l'état dépressif, l'anxiété, les troubles de la personnalité. Rechercher cette notion d'hiatrogénie. Pour la bonne histoire, j'ai reçu il y a quelques années un patient qui était étiqueté comme maladie d'Alzheimer, avec un tableau démentiel, on va dire, des troubles mnésiques très importants. Et ce patient, qui était un confrère, recevait des benzodiazépines depuis 15 ans. Donc toujours rechercher cette notion de iatrogénie parce que vous améliorez la prise en charge du patient et surtout vous écartez le diagnostic du maladie d'Alzheimer. Quoique la prise chronique de ces benzodiazépines peut réveiller et accélérer l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Bien évidemment, il faut toujours éliminer une cause métabolique pouvant donner un tableau de syndrome démentiel, donc l'hypothyroïdie, mais surtout le neuro-Hashimoto avec la thyroïdite d'Hashimoto, le diabète, l'hydrocéphalie à pression normale avec la triade d'Adams-Hakim, c'est des gens qui font un syndrome démentiel avec une démarche à petits pas, des troubles urinaires, et chez ces patients, c'est une démence curable, puisque le fait de faire des ponctions lombaires soustractives
améliore de façon spectaculaire le syndrome démentiel. La maladie de Parkinson et également cette notion d'apnée du sommeil, on pourra en parler, surtout qu'il y a un pneumophysiologue à côté. Prochaine. Alors, donc le bilan de repérage minimal consiste à rechercher chez ce patient des modifications comportementales. Est-ce que les parents ou l'entourage a constaté une modification dans le comportement du patient? Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il est retenu dans le DSM-5 le retentissement social et socio-professionnel. Le mini-mental test de Folstein, qui est un examen de routine très facile, dont je vais vous détailler les trucs tout de suite. Le test des 5 mots de Dubois. Actuellement, on pense que le test le plus facile à retenir en faveur d'un diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. Le test de l'horloge, les ampomnésiques, les fluences verbales, l'ADL, l'IADL. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire tout ça, mais ce qu'on fait habituellement en consultation de mémoire, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas aussi fastidieux que vous le pensez, mais juste à sensibiliser. Il faudrait que vous appreniez à faire le mini-mental test de Folstein, ou au moins le test 5 mots de Dubois, qui est très facile à faire en consultation de ville. Prochaine. Alors, le mini-mental, c'est 30 questions qui permettent d'étudier l'orientation temporo-spatiale, les capacités attentionnelles, les fonctions instrumentales, donc le langage, les praxies, les gnosies, et surtout les capacités mnésiques. Allez-y. Alors, si vous avez bien aimé, messieurs, à 26, donc vous pouvez parler de démence légère. S'il est entre 18 et 11, vous parlez de démence modérée, et bien évidemment, s'il est inférieur à 10, vous parlez de démence sévère. Juste un mot par rapport au MMSE, ce n'est pas un outil de diagnostic. C'est vrai que c'est un outil de dépistage, mais également il permet le suivi, surtout sous ARICEP ou sous traitement, l'évolution des patients. Prochaine. Alors, le test des 5 mots du Dubois, je pense que c'est surtout ça que vous devez utiliser en pratique quotidienne. Il permet l'étude sur toute cette mémoire épisodique et il permet justement de voir s'il y a un trouble du rappel. Rappelez-vous les 3 phases de la mémoire tout à l'heure. Donc, on utilise l'indissage. Donc, c'est un truc très simple. Vous lisez 5 mots au patient et vous lui demandez de mémoriser ces 5 mots. Et ces 5 mots doivent avoir une connotation indicée très facile à retenir pour voir lorsque le patient ne se rappelle pas du mot. Si vous utilisez un indice, par exemple, vous dites fleur, s'il n'arrive pas, je ne sais pas, vous dites par exemple éléphant, s'il n'arrive pas à se rappeler l'éléphant, vous utilisez un indissage, vous dites animal. Et dès que vous lui dites animal, il se rappellera normalement que vous aviez parlé d'éléphant. Prochaine. Alors voilà un exemple. Donc, vous lui présentez 5 mots qu'il faudra qu'il retienne. Et surtout, vous utilisez de l'indissage. Donc, mimosa, fleur, éléphant, animal, chaussette, habit, abricot, fruit, accordéon, musique. Et normalement, s'il retient les 5 mots de Dubois, tant mieux. S'il n'arrive pas à les retenir, vous essayez de faire un rappel indicé en utilisant justement les indices dont je vous ai parlé tout à l'heure pour voir si le rappel différé est correct ou pas. Ça prend 10 minutes, mais c'est très très spécifique d'une maladie d'Alzheimer ou d'un syndrome hippocampique progressif.